pouvoir justement commencer à introduire notre partenaire, hein, Carole, qui est présente, hein, qui tout à l'heure, je pense que la plupart étaient présents, s'est présentée. Donc, je vais essayer de revenir un peu, Carole, sur cabinet Delville. Peut-être une question, peut-être pour amorcer ce débat, parce qu'on a vu plusieurs profils ce soir. Première question, je vais te la poser, Carole, après je vais essayer les autres en poser. C'est, faut-il être manager de transition pour postuler à des offres chez Delville Management? Voilà. Est-ce qu'on doit être forcément manager de transition? Absolument pas. Au contraire, Delville Management, tous les jours, rencontre de nouveaux managers. On appelle cela les entretiens exploratoires. Et d'ailleurs, cela fait partie de nos objectifs. Nous avons pour mission, tous les mois, au niveau des collecteurs de talents, de rencontrer de nouveaux managers. Donc, qui dit nouveau, ce sont des gens qu'on appelle primo-accédants et qui n'ont jamais effectué de management de transition. Après, c'est le rôle des directeurs de mission et directrices de mission chez nous, quand on implique un manager sur une mission, de l'accompagner de l'intégration jusqu'à dans son suivi de mission et à la fin de la mission. Alors, peut-être que justement, il y en a qui se posaient sur votre profil, sur leur profil, se posaient des questions. Est-ce qu'on peut postuler en soi, dès qu'on a une expertise, il n'y a rien qui, voilà, faut pas se dire, je suis pas manager de transition, donc je ne peux pas postuler en fait au cabinet. Bien sûr. Delville. Tout à fait. Vous avez une expertise avérée dans un domaine. Là, on parlait de supply chain tout à l'heure. Ça peut être système d'information. Ça peut être aussi des expériences croisées entre tout ce qui est IT et supply chain, si je reprends ces deux exemples. Donc, nous, ça nous intéresse. Donc, non, n'hésitez pas. Bientôt, nous aurons un portail. Mais sinon, sur notre site, vous pouvez tout simplement envoyer votre candidature. On les regarde toutes. On a quelqu'un qui les récupère, qui nous dispatche également par practice. Donc, en l'occurrence, moi, je suis en charge de tout ce qui est direction générale, direction de programme de transformation, système d'information, commerce, marketing, quelques missions internationales. Mais j'ai aussi dans l'équipe quelqu'un qui va s'occuper de la practice industrie, supply chain, logistique, ou bien encore direction financière, direction RH. Je m'occupe aussi des directions juridiques. Donc, voilà, les practices sont bien identifiées et nous sommes intéressés à recevoir vos profils. Alors, peut-être des questions parmi l'Assemblée. Carole, il faut en profiter, hein, c'est, on peut dire, presque une recruteuse, non? On dit chez nous les connecteurs de talents, parce que l'idée… Connecteur de talents, c'est plus tard. Voilà. Disons que c'est une façon de se distinguer du monde du recrutement classique, dans la mesure où on ne fait pas de chasse, ou très épisodiquement, on a tous fait de la chasse, on sait ce que c'est, mais c'est un métier différent. On n'est pas en mode recrutement pour placer les gens en CDI, bien que 20% de nos missions peuvent se transformer en CDI, ça s'appelle l'internalisation, ça c'est la demande de nos clients. Donc, on parle de collecteur de talents pour connecter un ou des talents à un besoin particulier d'un client. Voilà. J'ai Catherine qui demande si on peut faire des missions manager de transition, même dans les secteurs du marketing, communication. Oui, donc je m'occupe de cette practice. Par contre, c'est vrai qu'on a peu de demandes, mais c'est normal parce que le management de transition a fait un sacré chemin. Au départ, on était sollicité pour des missions de direction générale, direction financière. C'était vraiment ce qui revenait. Et au fil du temps, ça s'est élargi, les besoins de nos clients se sont élargis à d'autres fonctions, dont le marketing. Alors, j'en ai pas beaucoup, mais il m'est arrivé dans le retail, dans le Nord, d'avoir quelques demandes ces derniers mois. Effectivement, pas mal dans le retail. Mais enfin, bon, oui, le marketing est aussi, fait partie des demandes, mais pas autant que les autres, c'est vrai. Marketing, RH. Oui, RH, oui. Jeanne Chantal avait allumé la cam, peut-être une question. Pierre, on voit l'écran, peut-être petite question posée à Delville, à nos partenaires? Oui, en fait, je connais Delville puisque vous avez une nouvelle antenne qui s'est implantée à Nantes, donc ma ville de résidence, et j'ai rencontré, du moins j'ai échangé avec Jean-Baptiste Bouillet. Oui. Et donc, mon profil l'avait intéressé, cependant, il semblait dire que, en tant que manager de transition,
faut être prêt à prendre sa valise et à partir n'importe où pour effectuer une mission. Or, moi, j'ai quand même certaines contraintes. Je suis plus prêt à partir n'importe où pour vivre dans une chambre d'hôtel, hein. Clairement, je vais exprimer la chose comme ça. Oui. Et voilà, je n'ai pas eu de retour. Moi, mon souhait, c'est quand même d'avoir une proximité dans une mission. Donc, est-ce que c'est un frein pour vous, semblerait-il, alors, je vais peut-être mal interpréter, hein, du fait qu'on ne soit pas prêt à déménager temporairement où est-ce qu'on nous appelle en fait? Oui, alors c'est effectivement une question qui revient. Pour nous, ce n'est pas un problème. Je dirais que c'est plus un problème pour le manager parce que ça lui réduit le nombre de missions possibles parce qu'on a pas mal de clients. Il faut comprendre que si on fait appel au management de transition, c'est qu'on demande à quelqu'un, à ce manager, d'être présent dans des périodes d'hypercroissance ou de crise ou de transformation ou de restructuration. Donc, ça demande de faire un petit peu, d'être aux côtés des équipes. Il y a de l'humain. Et donc, le rapport de proximité rassure les équipes. Quand elles voient la personne, elles la sentent, parce que sinon, elles se posent la question. Donc, voilà pourquoi nos clients demandent souvent à ce que le manager, en tout cas au début de la mission, soit investi sur place. Alors, on ne lui demande pas de rester le week-end. Et puis, avec le Covid, les mentalités ont évolué. Donc, il y a certaines missions, nous, on demande toujours au client si le manager peut aussi être en partie en distanciel. Il nous arrive d'avoir des missions où ça pose aucun souci d'être à 100% distanciel. C'est rare, voilà. Donc c'est en fait que c'est logique, mais nous on peut tout à fait comprendre que nos managers souhaitent rester proches de chez eux. Ils ont une vie personnelle, ils ont une organisation. Ils ont aussi pas envie de passer leur temps dans les hôtels. Je sais ce que c'est. J'ai pas toujours été dans ce métier-là, donc j'ai beaucoup voyagé. Donc, et c'est effectivement, voilà. Maintenant, c'est pour ça aussi que Delville ouvre des bureaux en région. C'est Donc, ça. pour aller chercher des besoins en local avec des managers en local. Ça, c'est vraiment une volonté chez Delville. Et d'agrandir aussi nos équipes dans les régions. Donc, on ne va pas s'imiter. Donc, on est présent à Lyon, à Lille, à Nantes. Il y en aura d'autres. Mais l'idée, c'est aussi d'apporter un confort et à nos clients et à nos managers. Oui, c'est bien dans l'optique ou la démarche que je pensais, hein, puisque si vous avez maintenant un bureau à Nantes, c'est bien pour chasser le marché local, proposer vos transitions. Voilà. Donc, effectivement, ça limite le manager parce qu'on va lui proposer moins de missions nationales. Et puis, il faut le temps dans les régions de construire les viviers, de construire les besoins. Pour l'instant, Jean-Baptiste est tout seul à Nantes, mais il va s'agrandir. Il faut juste le temps il peut ramener un certain nombre de missions. Ça reste limité. C'est qu'un seul homme. Mais voilà, la volonté est là. On a démarré et on continuera. J'espère bien. Merci. Merci Carole pour avoir répondu justement à cette question. Justement, il me semblait que vous aviez un document à présenter, une présentation justement de Delville. On pourrait peut-être passer en partage d'écran et que vous puissiez justement nous en dire plus avec un visuel. D'accord. Donc, alors, état des lieux du marché. Donc, nous, ce que l'on constate, c'est que le management de transition commence à être un petit peu plus connu, un peu plus demandé. Il intéresse beaucoup de gens. Il y a beaucoup de cabinets, ce qu'on appelle les EMT, donc des cabinets spécialisés, pure player en management de transition. On a également des plateformes digitales où des managers de transition qui, après tout, sont des indépendants, vont aussi proposer les services. Et puis, tous les acteurs du recrutement classique qui essayent également d'entrer dans l'opportunité que représente le management de transition. Donc, voilà, le marché est en train de croître. On était un petit peu en retard par rapport à des pays anglo-saxons comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, mais on est en train de croître encore plus vite. La slide d'après. Bon, donc, comme je vous le disais, un marché en pleine croissance. Alors, quelle est la typologie de nos clients? Nous avons bien sûr des grands groupes pour un tout petit peu, près de 50%, mais aussi des ETI, des PME. Dans autres, on peut très bien avoir des demandes d'associations, des toutes petites structures, c'est possible. Et dans quel service? Chez nous, en tout cas, mais c'est assez représentatif, on a des demandes aussi bien côté service qu'industrie. Donc, on a plusieurs contextes en fait d'intervention
ou en tout cas où on implique nos managers de transition. Ça peut être des contextes de restructuration, des contextes de forte croissance, de fusion-acquisition, et on va impliquer les managers en post-intégration. Ça peut aussi être des contextes où il y a un besoin d'un renfort momentané, un manager qui part en maladie ou en maternité, ça peut être pour des projets spécifiques. Et les fonctions, toutes les fonctions sont concernées, aussi bien les directeurs généraux, comme je vous l'ai indiqué au départ, DRH, direction financière, DSI, et tout ce qui est direction industrielle, côté industrie. Alors, je vous présente Patrick Abadie pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Patrick Abadie a fondé Delville Management. Le point de départ a été en 2010, mais réellement, en 2003, il ouvrait un cabinet de chasse. Donc, il sait ce que c'est que la chasse également. Il est sur le terrain toujours aujourd'hui, mais en 2010, il a décidé de donner une autre dimension à son cabinet, de s'intéresser en particulier au management de transition. Pour cibler des entreprises qui ont besoin de managers immédiatement opérationnels, donc ça se distingue du conseil. Nos managers qui ont un bagage sont capables d'arriver, de prendre connaissance de la situation, pourquoi pas mener un audit rapide, apporter de la hauteur dans une situation donnée et surtout être dans l'opérationnel aux côtés des personnes sur le terrain. Alors très souvent, nos managers sont bien évidemment plus dimensionnés qu'un bout de mission qu'on va leur confier, mais ils le savent et ils vont d'autant plus réussir dans leur mission parce qu'ils ont été confrontés à un tas de situations. En ce qui concerne Delville Management, nous sommes donc un pure player du management de transition. Nous sommes numéro 3, voire numéro 2, apparemment, selon, je crois, bon, je ne sais plus, un classement. Ça représente 150 missions par an. Évidemment, en 2020, on en a eu moins. Et donc, on est encore à l'échelle humaine puisqu'on est à peu près 30 personnes, on est encore en train de recruter, avec des bureaux aussi à Paris, Lyon, Lille et Nantes. Voilà. Et des partenaires à l'international. Alors, qu'est-ce qui compose Delville Management? Donc, on a bien sûr des expertises en RH et opérationnel pour tout ce qui est service back-office. Il y a la partie des collecteurs de talents que je représente avec une qualification des candidats. Le suivi de mission est réalisé par nos 2 BU, BU Industrie, BU Service, qui sont composés des directeurs et directrices de mission qui font un travail fabuleux et de qualité. Ils connaissent à la fois bien les managers et les entreprises et font très bien le lien. Et ça, c'est vraiment une belle marque de fabrique que nous avons. Nous ne sommes pas les seuls à le faire, mais c'est un travail important chez nous. Le Club Delville, animé par Delphine Philippe, que certains connaissent peut-être déjà. Nous avons des membres. Les membres sont composés de managers de transition qui ont déjà effectué des missions avec nous, qui connaissent bien ce qui est, enfin, le métier, si je puis dire, et également composé de clients ou de fonds d'investissement. Tout ce petit monde se retrouve dans les événements pour échanger, collaborer, s'épauler ou répondre à des questions qu'un manager pourrait avoir dans une mission donnée. Donc le Club Delville, pour nous, c'est vraiment important. C'est ce qui nous distingue aussi apparemment de d'autres cabinets. C'est particulier et c'est une très bonne idée. Voilà, entreprise humaine. Alors, en ce moment, on est en processus de certification par le bureau Veritas pour avoir le label France Transition qui garantit une certaine qualité dans la prestation, un suivi, oui, surtout le suivi. Donc, voilà, on est en train de passer l'audit tous ensemble au bureau. Donc, tous les services sont concernés. C'est fastidieux, c'est beaucoup pour une petite entreprise, mais en même temps, ça nous fait monter en puissance sur la qualité, ça nous prépare à la croissance, parce que la croissance est là, elle est à nos portes, on est de plus en plus sollicité et il faut pouvoir répondre toujours plus qualitativement. Alors, les valeurs de Delville, c'est pas juste des 20 mots, on en parlait encore ce week-end, nous avions un séminaire, et ce qui nous rassemble au sein de l'équipe, c'est vraiment l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, pourquoi? En fait, chaque mission fait l'objet d'un débriefing en groupe. On a une force chez Delville, c'est que l'on partage énormément nos informations. On fait en sorte qu'on pense bien au manager. Un cerveau ne pense pas à tout.
Et donc, on est plusieurs à s'y mettre. Et après, chacun reprend ses fonctions. Mais l'esprit d'équipe, c'est ce qu'a voulu Patrick Avadi, qui est vraiment dans cet état d'esprit. Et c'est à tous les niveaux de l'entreprise, c'est pour tous les sujets. Et il souhaite qu'on se parle directement et qu'on travaille ensemble. Donc, c'est vraiment très, très fort. C'est vraiment, je dirais, le point le plus remarquable chez Delville Management. La transparence, en tout cas, au sein de Delville, tout est transparent, même les chiffres. Un engagement, je dirais même sans faille. Nous avons des collaborateurs qui sont tellement dans l'ADN de notre patron, tellement contents et passionnés de notre métier qu'on est engagé à ses côtés. Et voilà, c'est vraiment au quotidien une bienveillance. Il n'y a pas d'ego qui écrase les autres. Voilà, il y a un respect. Le droit à l'erreur, c'est aussi important parce que ça fait partie du succès. On apprend des erreurs et c'est comme ça qu'on arrive au succès. Donc voilà, il y a une dimension très humble qui règne chez Delville et ça, c'est très agréable. Et on essaie de la porter à nos managers. Alors là, on a mis quelques exemples, je ne vais pas revenir sur tous, mais par exemple, sur la question justement de la supply chain, là, on avait un acteur du e-commerce qui devait faire face à son hyper-croissance et avait besoin de structurer la gestion de ses entrepôts, et notamment sur les sujets IT. Donc, on a impliqué un manager de transition spécialisé en supply chain qui a déjà eu de grosses responsabilités dans le management d'équipe, dans le fait de les embarquer dans le change management pour pouvoir déployer l'outil informatique qui allait changer les process, changer l'organisation, impacter le travail des personnes. Voilà, donc c'était une mission de 13 mois. Un autre exemple pour un équipementier automobile. Là aussi, c'est un programme de transformation, de digitalisation. Et donc là, on a fait appel à un manager de transition qui avait déjà insufflé du changement par ailleurs. Et là, l'idée, c'était plutôt que de faire appel à une ressource en interne qui pouvait peut-être pas être suivie et avoir une levée de bouclier, faire venir quelqu'un de l'externe, neutre, et qui allait apporter sa vision, son expérience et rassurer les gens. Donc là en fait, on se rend compte que les soft skills, la dimension humaine de nos managers est très importante dans leur mission. Et ça tombe bien parce que c'est en accord avec notre ADN. Voilà, donc très souvent, nos missions impliquent d'avoir ces soft skills et pas seulement des compétences techniques. Alors, je suis désolée, c'est un petit peu flou mon slide. Alors, pourquoi devenir un manager de transition ? C'est pouvoir continuer à avoir un petit peu de passion dans sa vie professionnelle parce que quand on a des missions variées, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ça permet en fait de pouvoir transmettre ses savoirs parce que nos managers, vous-même, vous avez un sacré parcours, et bien pouvoir donner du sens et transmettre au travers des missions à des gens dans les entreprises, c'est quand même satisfaisant. Pour le manager, c'est une façon aussi d'ajouter une corde à son arc dans la mesure où il va peut-être travailler dans un nouveau secteur, travailler sur un nouveau périmètre, rencontrer des situations différentes et donc enrichir son histoire professionnelle. Et puis, c'est toujours agréable de travailler en mission, d'aboutir, d'accomplir une mission. Il y a quelque chose de satisfaisant. Alors, les étapes pour devenir manager de transition, l'idée, c'est d'optimiser un petit peu tous les outils qu'il va pouvoir utiliser, son expérience. Donc, ça passe par le CV. Moi, je fais beaucoup travailler le haut du CV, le titre, comment on va positionner le manager. Donc, je lui laisse carte blanche pour s'exprimer, me dire ce qu'il a envie de me dire de lui, les points forts de son parcours, ses appétences, quel type de mission il a envie qu'on lui confie. Et en général, j'aime bien conclure, ça c'est pour les primo-accédants, pour les entretiens exploratoires, l'aider à avoir une posture à l'entrée de son CV parce qu'on n'est jamais sûr que tout le CV soit lu par tous les interlocuteurs. Donc, j'aime m'assurer que le manager, entre ce qu'il dit à l'oral, donc il a son pitch, évidemment, mais il a aussi quelque part sa carte de visite, son pitch CV. Et bien sûr, il faut l'actualiser. Bien sûr, prospecter plusieurs cabinets, puisque vous voyez, nous, on a 150 missions par an. C'est pas mal pour nous, mais on a quand même une base de 16 000 managers de transition, 10 000
actif, tout le monde n'est pas actif. Et donc, sur toutes les fonctions, on a beaucoup de managers en transition. Donc, c'est bien d'être inscrit dans plusieurs cabinets. Choisir son statut. Est-ce que l'on veut être indépendant et facturer avec sa propre entreprise, ou alors, au contraire, comme vous, passer par un cabinet de portage salarial? C'est ce qu'on recommande souvent aux primo-accédants, histoire de vérifier si ce statut, enfin, cette situation d'indépendant vous convient. Clarifier ses objectifs. On a évoqué tout à l'heure avec Pierre la mobilité. Jusqu'où un manager peut être mobile, mais on l'explore, il n'y a pas de problème. Nous, on prend l'information, il n'y a pas de jugement. La personne peut se déplacer ou elle ne peut pas. L'important, c'est de se dire les choses, de l'écrire et puis de l'assumer. Préparer son entretien exploratoire avec un membre de l'équipe du cabinet. Donc là, c'est avec les directeurs de mission. Quand on vous implique en mission, vous êtes préparé à l'entretien, on vous accompagne. Et pour que vous sachiez à quoi vous attendre, et les attentes du client et la personnalité aussi que vous aurez en face. On vous demande aussi une liste de références. Donc, si vous la préparez en amont, c'est mieux, ça fait gagner du temps à tout le monde. Et puis ensuite, on fait un bilan après la mission. Donc, chez Delville, comment ça va se passer? La partie qualification par notre équipe, voilà, vous allez avoir un entretien exploratoire où on va qualifier. Quand on dit qualifier, c'est-à-dire, dans notre base de données Salesforce, on va voir si on peut vous rattacher à peut-être plusieurs fonctions, plusieurs secteurs. On va s'assurer que tout est bien répertorié, votre CV également, quelques notes que l'on prend pendant que vous parlez. Ensuite, si c'est dans le cadre d'une mission, on va vous proposer de parler avec un directeur de mission ou une directrice de mission qui va aller plus en profondeur sur votre CV, sur certaines expertises par rapport à la mission. La prise de référence, on en a parlé. Parfois, on propose un test de personnalité puisqu'on a pris un abonnement auprès d'Assess First. Alors, le suivi de mission, comme je vous le disais, c'est très important. C'est là où vous nouez aussi, vous tissez le lien avec Delville. Et nos directeurs et directrices de mission sont vraiment petits, enfin, vous êtes aux petits oignons avec eux. Ils vous préparent à l'entretien. Vous avez une note de cadrage pour être sûr que tout le monde s'est compris, le client, nous-mêmes et vous. Au bout d'un certain temps, 1 mois ou 15 jours, on va vous demander un rapport d'étonnement pour voir comment ça se passe, ce que l'on peut faire pour améliorer s'il y a besoin, ou au contraire, voilà, pour bien vous connaître dans la mission et savoir dans l'avenir ce qu'on peut vous proposer à nouveau, ce qui vous plaît. Il y aura un rapport de suivi hebdomadaire qui est envoyé par le manager au client et au directeur de mission. Un suivi régulier qui est tripartite. On a même des directeurs, directrices de mission qui, le soir après le travail du manager, ils s'appellent, ils nouent des liens. C'est assez agréable d'ailleurs parce que parfois le manager de transition, il a besoin de parler, il a besoin de raconter sa journée. Parfois, c'est quand même lourd, hein, il y a du boulot. Et puis, s'il y a une question particulière, nous, ça nous permet de pouvoir solliciter le club Delville pour avoir des conseils. Et puis, bien sûr, en fin de mission, il y aura un point tripartite. Alors, je ne sais pas si c'est intéressant pour vous. Je l'avais rajouté pour un manager de transition. La difficulté, parfois, c'est l'intermission ou c'est de déclencher sa première mission. Donc, il y a le fait de s'adresser à un cabinet qui peut jouer le rôle d'apporteur d'affaires, mais il y a un tas d'autres moyens, les sociétés de portage salarial, bien sûr, les réseaux sociaux, les cabinets de chasse. Il y a un tas de manières d'obtenir des missions. Ce qui est important, c'est de nouer des contacts, d'aller à des événements. Et moi, je dis toujours, l'important, c'est que le plaisir du contact l'emporte sur l'enjeu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, je vais parler avec quelqu'un, parce qu'il faut absolument qu'on me confie une mission. Non, je vais prendre plaisir à avoir un contact avec une personne lors d'un événement, je vais aller au contact, poser des questions. Et puis, c'est dans ces moments-là que l'on peut passer des messages, questionner. Il faut que ça soit un plaisir, la relation, pas un enjeu de gagner quelque chose. Voilà, c'est mon point de vue.
Et effectivement, quand on est indépendant, et je peux en parler en connaissance de cause, puisque j'ai été par 2 fois indépendante, et même dans un pays qui n'était pas le mien, en Allemagne, ces prises de contact, vous allez en avoir. Vous allez rencontrer en tant qu'indépendant bien plus de personnes que vous n'en avez rencontrées jusqu'à présent. Et elles sont importantes, ça doit être des moments de convivialité, de sociabilité, et pas un enjeu business à tout prix. Les choses se font naturellement. C'est pas facile, mais ça se fait. Après, il faut imaginer sa stratégie de présence. Je l'appelle stratégie de présence, c'est-à-dire quels sont tous les moyens, tous les événements ou les personnes qui vont pouvoir être des vecteurs de relations. Et quand on se retrouve en contact avec des personnes, quel que soit l'événement ou la situation, ben c'est bien d'avoir pensé à des questions. C'est tout l'art de poser des questions pour identifier ce que j'appelle les points chauds sur lesquels vous allez pouvoir rebondir. Alors, il y a beaucoup de livres qui traitent de l'art de demander, l'art de poser des questions. Ça peut être intéressant de soigner cet aspect-là. Et puis, toujours avoir cette démarche d'apporter son aide sur une expertise. Plutôt que de demander de l'aide, ben, c'est peut-être dire, voilà ce que j'apporte. Les qualités pour réussir en management de transition. Donc, c'est très important d'être parfois un petit peu en retrait, d'écouter. Après tout, on a 2 oreilles et une bouche. Ben, utilisons bien nos oreilles. Écoutons d'abord pour après mieux cibler le besoin de la personne que vous avez en face. Le manager de transition, il se doit d'être adaptable, réactif, opérationnel. Il doit pouvoir bénéficier de toute son expérience et d'une compréhension globale et rapide des choses pour pouvoir être adaptable immédiatement. Donc, il est beaucoup dans le relationnel pour inspirer la confiance. C'est ce que je disais, hein, les soft skills, c'est tout aussi, voire plus important que les compétences. Il a un devoir de neutralité, c'est-à-dire qu'il est là pour sa mission. Il faut essayer de ne pas déborder et pas apporter de jugement. Voilà. Du leadership, c'est très important parce que très souvent, on est en situation d'embarquer des personnes ou des personnes qui ont, on parle souvent de résistance au changement, mais on est dans un monde qui change beaucoup. Les cycles de production se raccourcissent. Tout est raccourci et donc il faut aller vite. Et donc, du coup, ça peut mettre à mal des personnes. Il faut avoir cette capacité à embarquer, rassurer en toute objectivité. Avoir le sens de l'accomplissement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aimer accomplir une mission, se dire ça a été utile. Très souvent, nos managers ont vécu parfois des parcours difficiles ou parfois l'impression que ce qu'ils ont fait ne servait à rien ou remis en cause parce qu'il y a un nouveau directeur qui arrive. Bon. Donc, dans la mission, on n'est pas en proie aux politiques et on effectue sa mission, on a la satisfaction d'avoir fait quelque chose d'utile. Et puis de la patience et dans la mission et dans l'intermission. L'intermission, il faut savoir le gérer, c'est pas évident. On a été en mission où on sort d'année en CDI, où on a souvent beaucoup travaillé, on s'est donné, il y a une fatigue et il faut pouvoir le gérer. Soudainement, il ne se passe plus rien. Eh bien, ce n'est pas toujours facile. Donc, il faut savoir gérer l'intermission ou ce redémarrage de vie professionnelle. Et ça demande de la passion, de la patience et de la confiance aussi dans l'avenir. Alors, si cela vous intéresse, nous avons plusieurs cahiers chez Delville. Vous les retrouverez sur notre site. Donc, il y a le cahier 1. Le cahier 2 parle du métier de manager de transition. Je le connais plus parce que j'en ai écrit la préface, mais tous les cahiers sont intéressants à consulter. Vous pourrez aller les télécharger sur notre site. Alors, je me suis, entre guillemets, je me suis prêtée à une réflexion sur les challenges qu'on aurait demain et les challenges que pourraient ou sont en train de rencontrer nos clients. Il est clair, hein, je le disais, le contexte a beaucoup changé, il y a beaucoup d'imprévisibilité, des situations complexes parce que tout se croise. Et on se doit d'être réactif et peut-être changer en permanence. On n'est plus dans une carrière professionnelle pour 20 ans, 30 ans, ça vous le savez mieux que moi. Donc, finalement, il faut s'adapter en permanence et on ne peut rien prévoir. Aujourd'hui, il y a des enjeux. On parle beaucoup de RSE, de responsabilité sociale, de responsabilité sur l'environnement, la santé, la sécurité. Et aussi le consommateur pour nos clients, il a aussi changé, il est plus informé, il crée des réseaux lui-même
et il écoute ses réseaux. Donc, il faut aussi sans cesse se tenir au courant des tendances, de ce qui se dit, de comment vivent les gens. Et même nous, nos clients, ben c'est savoir quelles expériences ils ont envie de vivre et comment ils les vivent. Il y a une notion de risque, on parle beaucoup de risk management, et tout évolue en temps réel. Même le risque est difficile à prévoir, et il faut s'adapter. Dès qu'un événement se passe, ben, il faut être en temps réel. Voilà. Alors, des exemples de situations rencontrées, ben voilà, on le voit dans le monde de la logistique et du transport. On en parle beaucoup en Angleterre en ce moment. Bien, en fait, comme les approvisionnements sont perturbés, voire pénuriques, ben là, on le sait pour les composants électroniques. D'ailleurs, on a Jean-Marc Chéry qui va animer chez nous un petit déjeuner. Je pourrais vous envoyer l'invitation le 8 octobre, vendredi, qui vient parler donc de ST Electronics, de la problématique qu'ils rencontrent, eux, sur les composants électroniques. N'empêche que ça pose aussi des problèmes de logistique et de transport. On peut très bien aussi être confronté, on nous demande un manager parce qu'il faut réoutiller les lignes de production, parce que les marchés changent en permanence. On l'a vu pendant le Covid, il y a des entreprises qui ont dû réoutiller leurs lignes de production pour produire des tests. En termes de production, on a eu des demandes pour des experts en planning de production. Et puis, la data est partout, à tous les niveaux de l'entreprise, et donc, ça nécessite une adaptation importante pour l'entreprise, pour les managers, intégrer la technologie, parce que tout devient automatisé. Alors, quels profils sont recherchés? Les tendances que je vois. Bon, on demande des superman, des superwomen, qui puissent tourner à 360 degrés, être présents sur tous les sujets. Quand on a beaucoup de demandes pour des directeurs de projet, PMO, directeurs de programme, donc par exemple dans le retail, donc quelqu'un qui a évolué dans le retail, mais qui est orienté finance. Ou alors orienté comptable. Donc, les directeurs comptables ne doivent pas se contenter d'être des directeurs comptables, mais ils doivent avoir une dimension projet. Et donc, on travaille avec eux pour voir dans leur expérience ce que l'on peut mettre en avant côté projet. Et c'est pareil sur la supply chain. On ne cherche pas forcément des experts sur la supply chain, mais qui ont aussi travaillé sur des projets qui vont toucher à des sujets plus transverses et souvent très liés à l'IT. Parfois, on découvre des besoins VMO. Donc là, c'était comment valoriser la main-d'œuvre. Donc, c'était un projet très IT, mais transverse à 3 fonctions: les systèmes d'information, les RH et la compta finance. Donc, voilà, tout se croise. Et puis après, demain, il y aura des métiers qu'on ne connaît même pas. Je regardais un petit peu sur Internet. Bon, on parle de santé digitale, ça on le voit déjà, mais tout ce qui est robotique, ça va se développer. Des neuromanagers. Donc là, je ne sais pas ce que ce sera, mais peut-être des managers qui auront une parfaite connaissance de l'humain pour pouvoir s'adapter en temps réel. Et puis peut-être chez les hackers, voir des gens qui vont développer une dimension éthique, je ne sais pas. Mais en tout cas, les métiers de demain vont radicalement changer. Ça demande des adaptations. Les contextes d'intervention, ça on l'a vu, donc on ne va peut-être pas revenir dessus, mais c'est vrai qu'il y a des demandes et on en aura de plus en plus dans le domaine de la santé recherche, dans les nouvelles technologies, dans le bâtiment, avec les villes de demain. Dans la mobilité urbaine, c'est très lié aux villes de demain. L'environnement, on en a parlé. Tout ce qui est service à la personne, l'IT, transport, logistique. Et donc, on peut croiser l'informatique qui est de plus en plus, enfin, tout ce qui est automatisation dans le transport et la logistique. Le marketing ne va pas rester que du marketing. On parlait de marketing tout à l'heure, il faut avoir cette dimension digitale. Tout ce qui est ingénierie, production. Voilà, donc le management de transition, chacun le voit à sa façon. Pour moi, je parle d'un nouveau souffle parce que réellement, c'est un moyen de repartir sur son parcours professionnel, s'oxygéner parfois sur des nouvelles missions, des nouveaux challenges, et puis pouvoir travailler sans être en proie à des situations politiques qui peuvent vraiment mettre à mal
les personnes en situation de CDI, par exemple. Maintenant, on a des managers de transition qui sont ouverts. Un temps, ils vont être managers de transition, et puis si ça peut se transformer en CDI, pourquoi pas. Mais pour moi, ça représente un nouveau souffle. Voilà, j'ai terminé. Merci, Carole, de cette présentation. Il y avait une petite question, je ne sais pas si on y a répondu. La question, c'était avec des TGM souvent élevés en management de transition, sommes-nous aiguillés sur nos prétentions? Être vendable pour une PME, ne pas être en dessous du marché. Je ne sais pas si vous la voyez, cette question, Carole. Alors, Oui, je vais cliquer. Donc, avec les TJM souvent élevés en management de transition, sommes-nous aiguillés sur nos prétentions? Vendable moyenne, ne pas être en dessous du marché. Alors, voilà, il faut bien se rendre, bien se situer pour pas que notre opportunité nous file sous le nez et en même temps pas être en dessous du marché. Et ça, c'est toujours difficile hein, parce qu'on parle de 1 000 € en TGM hors taxe jour, ou voire plus hein, pour ce type de profil. Donc, comment est-ce qu'on peut se situer et comment est-ce qu'on peut être gagnant sur tous les points? Est-ce que c'est une très bonne question, c'est essentiel. Alors, déjà, pour les primo-accédants qui n'ont pas d'idée, on essaye d'évaluer ce taux journalier. Donc, on part souvent de la rémunération sur laquelle ils ont terminé en poste en CDI et on transforme. Donc, on donne un ratio, par exemple, vous étiez à 100 K euros, eh bien, ça fait 750 jours. Voilà, ça donne une idée. Oui, je disais, pardon, on peut pas raisonner comme ça. C'est par rapport à notre dernier salaire en CDI ou je sais pas quoi. Et puis qu'est-ce qu'on se projette en TGM. Ça ne marche pas comme ça. Il faut voir l'entreprise, comment dire, son envergure, le projet. Alors, oui, je ne vais pas terminer en fait. C'est pour ça que moi, je raisonne toujours en fourchette. Mais nos managers qui ne connaissent pas le management de transition, ils ont besoin d'une indication. Quel est le ratio? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est un point de départ. Après, moi, j'aime bien raisonner en fourchette pour que le manager ne s'enferme pas et lui dire, ben voilà, on peut évaluer, pas descendre en dessous d'eux ou pas aller au-dessus d'eux, voilà la moyenne. Bon, donc on le guide. Et ensuite, par rapport à une mission, là, c'est un travail qui se fait avec le directeur ou la directrice de mission en fonction du contexte, en fonction de l'entreprise. Et lui, il sait vous dire. Et oui, on vous guide. Et chaque mission, c'est différent. Mais c'est bien de se dire, voilà, ma fourchette, savoir ce que je veux pas, mon plafond. Et puis, enfin, surtout, là, aujourd'hui, j'avais un manager. Je lui dis, bon, quel est votre minimum? Il dit, moi, je suis souple. J'ai dit, oui, mais il faut que vous ayez un minimum. Voilà. Il m'a dit, bah, pas moins de temps. J'ai dit, bon, c'est une première indication, puis après, vous allez discuter en fonction des missions. Mais il ne faut pas s'enfermer, effectivement. Non, ben justement, oui. Alors, des fois, les choses sont pas claires. Et puis en ESN, parce que je passe souvent en ESN, je dis, ben, on va faire sous la règle des 80-20. Est-ce que c'est pareil pour du management de transition? Non, on ne fait pas comme ça. C'est simplement nous, en gros, en management de transition, je vous dis, hein, je vous donne le ratio, 100 K euros, ça représente 750 jours. Il faut savoir qu'en moyenne, les cabinets de management de transition prennent, alors certains vont prendre plus, je ne sais pas, mais en moyenne, c'est 30, voire 35% de la marge pour tout simplement, ça rémunère l'apport d'affaires, le suivi de la mission, le fait que ça se passe bien, et puis aussi, parce que les missions peuvent être assez tendues, il y a de l'urgence, donc c'est bien d'avoir une tierce personne qui fait le tampon, et puis qui pérennise la relation. On a des missions qui vont se prolonger. C'est tout le travail du directeur ou directrice de mission avec le client. Voilà, donc c'est standard, je dirais. Mais après, chaque mission a un contexte et c'est une taille d'entreprise différente. Donc, on vous guide. Tout à fait, parce qu'on n'a pas cette vision du contexte, d'où. Oui. Alors, je voulais en plus peut-être rebondir un peu sur une question un peu, on va dire, dans le même thème. Justement, pour les missions, aujourd'hui, quand vous envoyez un profil, un consultant, chez un client, il y a combien d'autres profils que vous envoyez? Vous voyez, c'est… Alors, parfois, il n'y en a qu'un.
à la demande du client. Là, j'ai eu le cas, on a une mission, le client dit « je veux un profil ». Parfois, on en a 3, parfois, on en a 4. C'est rare, mais on a, ou 2, et ça dépend vraiment du client. Parce qu'après, le temps est compté aussi, c'est-à-dire que le client, il n'a pas beaucoup de temps pour faire des entretiens, donc il faut bien cibler. Voilà. Et alors c'est vrai qu'on pose la question, hein, mais je la pose parce que beaucoup fonctionnent justement avec des envois peut-être multiples ou des missions qui se font pas. Est-ce que vous prévenez le candidat quand la mission se fait pas, par exemple? On essaye, hein, à partir du moment où le candidat a été a eu un entretien avec le directeur ou directrice de mission, le directeur ou directrice de mission chez nous a pour obligation d'informer le candidat. Alors parfois, ça prend un peu de temps parce que nous, on est très réactifs, on joue le jeu et puis le client va mettre plus de temps pour décider parce qu'il se passe des choses entre-temps, il y a des questions politiques, voilà. Et parfois, ça peut paraître long, surtout quand on a été rapide. Quand le directeur de mission n'a pas eu le candidat, voilà, parce qu'il a fait son choix, en principe, nous, les collecteurs de talents, on doit rappeler le candidat. C'est très compliqué pour nous parce qu'on peut être en train de gérer 5-6 missions à la fois. Donc moi, maintenant, ce que j'essaie de dire aux managers, c'est voilà, je propose votre profil et je le fais. Je ne raconte pas de bêtises, hein. Je laisse la main au directeur ou directrice de mission de vous présenter à son client. Il va évaluer par rapport à d'autres profils. Et si moi, je vous reparle, donc s'il n'y a pas de nouvelles, c'est que ça n'ira pas plus loin. Si moi, je vous repasse, ça sera pour vous proposer une autre mission. Je préfère dire ça que faire des fausses promesses parce que ça va tellement vite que parfois, voilà. Mais on essaie de rappeler quand même. Voilà. En tout cas, le manager qui a été consulté par le directeur de directrice d'émission est recontacté. Merci de cette réponse. Une question de Christophe qui nous dit « Quel est le délai d'intervention avant la mise en place de l'évolution générale ?» À mon avis, entre le moment où vous présentez le CV peut-être à un client et le moment finalement où vous avez un go, quoi. Ah oui, d'accord. Si c'est cela la question, alors c'est ce que je vous disais, parfois ça peut être très rapide. Cet été, on a eu un besoin qui est arrivé. Moi, j'ai présenté donc des candidats. Le client a voulu voir tout de suite un des candidats, une candidate, et puis c'est décidé dans la semaine. Et hop, elle a démarré. Parfois, il s'écoule une semaine. Et puis parfois, il s'écoule 15 jours, 3 semaines, un mois. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je vais reformuler la demande. En fait, donc vous êtes appelé sur des transitions à venir. Lorsque l'on est appelé, la transition va se réaliser dans quel délai? C'est surtout ça, pour savoir quel temps d'intervention. Oui, j'ai mieux compris la question, en effet. Aussi sur la durée des missions qu'ils peuvent proposer. Excusez-moi, j'ai un collègue qui n'avait pas vu que j'étais là. Donc je vous propose de me reposer votre question. Bien sûr. Donc, la question était surtout liée au délai d'intervention avant la mise en œuvre effective de cette transition dans l'entreprise. Est-ce qu'on intervient à 3 mois, 6 mois, 9 mois avant sa mise en place, et ce qui permet d'instruire certains éléments, ou si je veux le formuler crûment, on est le pompier de service qui arrive pour donner une solution pragmatique dans les meilleurs délais. Oui, ça oui, très souvent. Ou alors, c'est très varié. Mais effectivement, le manager de transition est un pompier, c'est un urgentiste. Hein, on fait appel à nous parce qu'il y a urgence. D'accord. Et je suis étonné alors, de ne pas avoir d'éléments liés à l'humain, aux salariés qui vont être obligés de transiter vers de nouvelles formules. Donc certes, on va questionner l'organisation, l'optimisation, etc. Mais la performance, elle est aussi humaine. J'en ai parlé justement tout à l'heure, c'est que nous, chez nos managers de transition, et c'est comme chez nous quand on recrute pour des villes, on va attacher une importance, peut-être parfois même plus importante aux soft skills qu'aux compétences techniques, parce que les compétences techniques, ça se développe,
Et on estime qu'un manager arrivé à un certain niveau d'évolution de carrière, il a les compétences techniques. Mais la différence entre un manager et un autre, ce sont ses soft skills. Et donc, parce que effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la présentation, c'est que le manager, il arrive dans un contexte de changement, de restructuration. Les gens sont parfois mis à mal ou inquiets, résistent au changement, c'est humain. Et donc, il faut rassurer et être neutre, objectif, rassurer, embarquer les gens. Et donc là, ça fait appel aux soft skills, à la dimension humaine de chaque manager. Donc, non, c'est très, très important. Et parfois, nos managers, certains managers ne comprennent pas, ils disent « mais moi, j'ai ces compétences ». Mais oui, mais attention, vous arrivez dans un contexte qui est compliqué souvent. Hein. Donc, l'humain, c'est primordial, la relation à l'autre. Une autre question, Carole, pour donc une question de Pierre. Il demande si ce sont des missions à temps plein ou est-ce que vous avez du temps partiel ou partagé? Dans 90% des cas, ce sont des missions à temps plein. On a vraiment besoin du manager à temps plein. Par contre, on a des missions où on propose le temps partiel, parfois aussi parce que le manager, l'entreprise n'a pas un gros budget et elle se dit, bon, je préfère avoir un bon entre guillemets, hein, quelqu'un de solide, même s'il est cher, à ce moment-là, on va peut-être trouver un arrangement sur du temps partiel. Ça, c'est pas rare non plus. On cherche toujours des solutions. Voilà. La distance, le temps partiel, Pierre, vous voyez, ça répond un peu à tous les critères. Oui, c'est important hein, parce qu'on a un emploi du temps qui, en tant qu'indépendant, qui n'est pas carré et pas forcément à 100% dès le premier jour. Hein. C'est mon cas de figure. Hein. La dernière mission en tant que DSI de transition, j'ai eu mes précédents contrats à terminer. Donc, il y a eu un moment où je n'étais pas disponible à 100% hein, les premières semaines. Hein. Et au fil du temps, au fil des mois, c'est arrivé à 100%, mais pas au début. C'est pour ça que je posais cette question-là. Merci Pierre de la question. Donc après, les offres d'Elville, Carole, peut-être question, on peut tous, il faut faire comment en fait, hein, vous l'avez peut-être dit, mais il faut aller sur le site, il y a déjà des offres, ou mieux vaut prendre contact directement, vous voyez, par téléphone. Alors oui, effectivement, non, on ne publie pas d'offres sur le site parce qu'on n'est pas dans une situation, c'est pas un fonctionnement de recrutement. On est vraiment sur de la relation confidentielle, confidentielle, plus intime, pas du recrutement de masse. Donc, vous pouvez tout à fait postuler sur le site. De toute façon, on va lire. Tout le monde va lire dans le cabinet. Ça paraît étonnant, mais voilà. Et puis ensuite, on va essayer de vous rencontrer. Dans la majeure partie des cas, on va privilégier par rapport à des missions, bien sûr, parce que tout va très vite, mais on essaie de rencontrer les managers. Vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de souci. Donc, en fonction de vos practices, je ne vais pas pouvoir vous recevoir tous parce que je ne travaille pas sur toutes les practices, mais je saurai vous orienter sur Thomas ou Guillaume. Donc, il n'y a pas de souci pour m'écrire. Eh bien, voilà, on partagera les coordonnées par la suite. Et puis, moi-même, hein, ça m'intéresse parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont présents. Et puis, pour ceux qui n'ont pas été présents pour aujourd'hui et qui sont tout de même, ils auront en effet le replay de la vidéo. Mais si je peux transmettre aussi donc, tes coordonnées, Carole, pour qu'ils puissent rentrer en direct avec toi ou en tout cas que tu puisses les rediriger vers les bonnes personnes. Hein. Voilà. De toute façon, que vous m'écriviez ou vous écriviez sur le site, on va les voir, on va vous voir. Vos profils seront réorientés vers la personne la plus concernée par votre fonction, surtout votre fonction au niveau du sourcing. Ok, donc voilà, s'inscrire sur le site, voilà, dire qui on est, quelles compétences on possède et en fonction de ça, on sait qu'on va être appelé. En tout cas, que le message va être bien lu par tout le. Oui, il va être bien lu. Qu'on vous rappelle, qu'on vous propose un rendez-vous tout de suite. Je ne peux pas m'engager pour chacun parce qu'on a une charge phénoménale et on reçoit énormément voilà. Mais on essaye de rencontrer un maximum de nouveaux managers. Bon, moi, il a fallu que je freine pour tout vous dire. On m'a dit, bon là, tu dépasses, tu as doublé les objectifs et ce n'est pas non plus l'objet parce que ça veut dire que je ne peux pas suffisamment bien travailler sur mes missions. Donc, ce qui est important, c'est aussi de répondre aux missions. Même si on ne vous rencontrait pas, ça peut arriver, de toute façon, on vous retrouve dans le vivier.
la façon dont c'est organisé. Donc, et justement, quand on voit qu'on ne vous connaît pas, là, par rapport à une mission, on est sûr de vous appeler. Tout de suite, voilà, ouais, l'intérêt fait que de la mission, un CV peut retrouver de l'intérêt, alors que peut-être lors de l'envoi, pas d'intérêt immédiat, mais on sait que dès que vous aurez une mission adéquate, voilà, là, la personne sera contactée encore plus si elle ne faisait pas partie de… Oui, c'est pas rare, hein. J'ai des managers qui me disent « Ah, mais vous m'aviez pas appelé. » J'ai dit « Oui, mais je vous ai pas appelé, mais plusieurs fois, je suis passée sur votre profil et à un moment donné, je vous dis, il fallait que je vous rencontre parce que là, j'ai une mission qui peut vraiment cocher. Donc, sachez que même si vous n'avez pas de nouvelles, on vous regarde. On passe parfois sur votre CV et on vous retient à force. Donc, voilà. Et on a une mémoire collective qui est très importante chez Delville. Merci, Carole, et c'est bon à savoir. Merci à vous beaucoup. pour l'invitation. Et puis, voilà, je suis là pour répondre à toutes questions. N'hésitez pas, en tout cas. Voilà. Et puis, je tiens à vous dire que j'ai été indépendante par 2 fois. Je n'ai pas fait que des RH, j'ai fait du marketing, j'ai ouvert une filiale pour un groupe américain. Je fais beaucoup de choses. Et ce que j'aime dans ce métier, c'est de rencontrer des managers dont je peux comprendre les enjeux. J'ai aussi été à leur place. Il y a beaucoup de fonctions que je comprends, même dans l'industrie. J'ai passé beaucoup de temps dans les usines. Je comprends les métiers de la production, des achats, des méthodes. Voilà. J'ai fait beaucoup de choses et c'est pour ça que j'aime ce métier, c'est que je vais à la rencontre de managers dans des domaines que je comprends. Voilà. Merci à tous de votre participation et encore merci à Carole.